Dire comment tu veux exister, dans quel monde tu veux vivre, quelle est l'action aujourd'hui que tu veux faire qui va performer ta journée. Et je suis persuadée que cette action-là, elle s'appelle pas Zara. Hein. Elle va surtout perforer ton compte en banque, mais pas performer ta journée, clairement. Moi, je suis optimiste, mais réaliste. Voilà. C'est nous que nous sauvons quand on sauve la planète, surtout. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, sur cette seconde partie de cette table ronde sur les droits humains dans l'industrie textile avec Catherine Doréac, donc présidente de Fashion Revolution France, Audrey Millet, qui est l'auteur du livre noir de la mode et qui est historienne et chercheur à l'Université d'Oslo, et bien sûr Marie Boitier, présidente du secteur Amérique du Nord de l'ONG Justice in Fashion. Pour cette deuxième partie, je voulais vous entendre justement sur vos témoignages d'engagement. De quelle manière, en fait, vous êtes engagés sur ces problématiques-là ? Parce que, comme on le disait, comme on a terminé, voilà, la déclaration des droits de l'homme, c'est bien, c'est un idéal. Ça paraît même utopique, même illusoire. Mais concrètement, on veut aller dans l'action. Et vous êtes des femmes d'action, justement. C'est pour ça que je vous ai invitées. Qui voudrait commencer à partager justement cet engagement que vous avez pris ? Audrey, moi je veux bien commencer. On a déjà fait un podcast ensemble où tu m'avais interviewé justement sur ces sujets-là, donc aux éditeurs d'aller l'écouter. Je vais pas rentrer dans les détails. Moi je crois beaucoup au chemin d'âme. Quand on vient sur Terre, on s'incarne pour une raison. Et cette raison, on la découvre pas forcément tout de suite. On ne sait pas. Moi, ça a pris du temps, mais je sais aujourd'hui que je suis incarnée dans ce chemin d'âme et que je suis ici pour faciliter. Alors faciliter, c'est un bien grand mot. En tout cas, aider les gens à prendre conscience des choses. Ça, je pense que ça c'est quelque chose d'assez clair. Et cette conviction, elle ne vient pas d'hier. Je crois que j'ai toujours été très engagée depuis l'enfance et l'adolescence, et notamment sur les problèmes écologiques. Moi, j'étais adolescente dans les années 70. Dans les années 70, on commençait à parler de changement climatique. Alors, très peu de gens en parlaient. Il fallait être un peu... Moi, j'étais dans une famille où, justement, ces problèmes-là intéressaient mon grand-père, mon père, ma mère, bref, on en parlait beaucoup, et notamment des problèmes de nucléaire. C'était le grand truc des années 70. Nucléaire Nein Dank. Donc, on avait le petit badge, on avait le sac tagué, on était contre le nucléaire, on manifestait dans les années 70, milieu des années 70 quand même, n'exagérons rien. Puis ensuite, ça s'est enclenché, quoi, dans mes activités professionnelles. J'ai fait des études d'archéologie, d'anthropologie, de tout ce qu'on voudra, mais j'ai quand même fini par travailler dans la mode, comme on dit, et les problèmes, les années 80, voilà, ils étaient là, quoi. Hein. La fin des quotas, le début de la fast fashion, ça s'est enclenché années 90, 2000, 2010. Donc mon action aujourd'hui avec Fashion Revolution, elle est beaucoup plus concrète, puisqu'on porte des valeurs et on porte au grand public
des valeurs et des engagements et une action quotidienne à, à accompagner. Mais oui, aujourd'hui, oui, il faut être engagé, il faut être ancré. Alors, je sais qu'Audrey n'aime pas ce mot, l'ancrage, mais l'ancrage, c'est quelque chose qui nous garde les pieds sur terre. Et pour pouvoir changer les choses, et aujourd'hui, on est dans une période de transition écologique et sociale obligatoire, avec les risques qui s'approchent de plus en plus près de nous, avec les élections qui vont avoir lieu là bientôt et l'année prochaine en France, qui nous font un peu grincer des dents. Les grands médias n'arrangent pas du tout la sauce. Tout ça, on met de l'huile sur le feu. Je pense qu'on va vers une période assez sombre, mais il faut être prêt. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser abattre, hein. On ne doit pas se laisser abattre, il faut rester optimiste, mais il faut faire attention à toutes ces pensées ultra positives qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Moi, je suis optimiste mais réaliste, voilà. Donc mon engagement, il est là, il est aujourd'hui, il est pour les années qui arrivent, et je mettrai toutes mes forces dans ce combat. Optimiste mais réaliste. Marie, est-ce que tu veux nous partager de quelle manière est-ce que tu t'es engagée ou est-ce que tu t'engages sur ces problématiques-là ? Alors moi, c'est vrai que c'est un peu similaire. Je viens aussi des questions environnementales pour après m'être rendu compte que l'environnement et l'humain, ce sont des problématiques qui doivent coexister, et on habite une planète, on doit en prendre soin parce qu'elle nous la rend, et parce que, en définitive, encore une fois, c'est nous que nous sauvons quand on sauve la planète, surtout. Et donc voilà, moi j'ai commencé par m'engager dans des associations étudiantes, à promouvoir le zéro déchet. Et en fait, c'est par le zéro déchet que je suis entrée dans la mode, en rejoignant une petite entreprise lyonnaise qui s'appelle Koufou, et qui faisait des accessoires upcyclés à partir de déchets textiles, donc, et des accessoires zéro déchet. Et en fait, c'est là que je suis tombée amoureuse de l'industrie de la mode, même s'il y a beaucoup à redire. Et justement, c'est parce que j'aime cette industrie, même si voilà, c'est une industrie, donc forcément, ça a de nombreux aspects déshumanisants. Mais si on veut pouvoir habiller tout le monde, on doit aussi passer par là. Après, je suis pour la première solution qui serait de produire beaucoup moins, de consommer aussi beaucoup moins. Mon engagement, il est bien sûr militant, je sais pas, je me considère pas spécialement activiste. Voilà, je dirige le bureau Nord-Amérique de Justice in Fashion, mais on est sur une seule des facettes de l'industrie textile, qui est la facette légale. Donc beaucoup moins. Donc nous, on est très complémentaires aussi de Fashion Revolution, parce on ne s'adresse pas en premier aux consommateurs. On n'est pas sur réveiller les consciences, la sensibilisation, mais on est plus sur les questions juridiques. Donc on va s'adresser au gouvernement, on va s'adresser aux entreprises. On est un groupe de pression quelque part, on est une forme de lobby, et on va aller sur le terrain, faire des enquêtes, ces enquêtes dont nous parle Audrey, et rapporter ça pour pouvoir après porter plainte, pour pouvoir assigner des entreprises en justice. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Et quel que soit son profil, un profil, quelqu'un avec un profil légal, quelqu'un qui aurait fait du droit dans sa carrière ou dans sa formation, on peut tout à fait s'engager aussi dans le secteur de la mode, mais de cette manière-là. Et il y a plein de manières. Moi, mon parcours a été, j'ai commencé par une formation littéraire, puis je suis allée en école de commerce, avec après un lycée scientifique. Donc c'est un peu varié, mais on peut toujours trouver. Moi, je me suis engagée aussi pour la mode, parce que tout le monde s'intéressait à la question de ce qu'on mangeait, mais jamais personne se posait la question de ce qu'on se mettait dessus. Alors que aujourd'hui, ça coûte aussi cher d'acheter un sandwich à Paris que d'acheter un t-shirt. Donc finalement, c'est un axe qu'on fait quasiment autant. On peut se permettre d'acheter autant que ce qu'on mange, sauf que ce qu'on mange, ça disparaît. En tout cas, ça devient de l'énergie dans notre corps. Et ce qu'on porte, ça reste. Et si ça reste pas sur nous, ça reste dans les décharges, ça reste dans les microplastiques, dans les océans. Donc ça m'a semblé être le deuxième problème majeur auquel je pouvais m'attaquer. Et donc j'en ai fait ma mission. Merci Marie. Rien qu'avec ces deux témoignages, on voit que c'est pas par la production qu'on peut
solutionner obligatoirement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes marques ou de personnes qui veulent créer une nouvelle marque pour justement apporter une solution. Ce n'est pas l'unique solution. Ne démultiplions pas cette solution, ne restons pas dans une solution unique. Et d'ailleurs, un troisième témoignage, Audrey, toi, comment est-ce que tu t'es engagée sur ces problématiques-là? Alors moi, c'est pas du tout. Moi, j'ai jamais été militante. On parlait pas d'écologie chez moi. On faisait pas le tri. C'est un peu catastrophe. Hein. Alors, le nucléaire. Je connais vachement bien Tchernobyl, hein, mais voilà, je suis historienne. Quoi. Enfin, ouais, bon. Donc je peux vous dire, c'est pas très bien. Enfin, voilà. Mais alors l'engagement, je sais pas où on va le chercher chez moi. Mais je me suis toujours intéressée aux gens. Et bon, je crois que mon intérêt, il est là. C'est les gens. Et j'ai horreur de la fake news. Et entendre des bêtises, entendre des machins, et des trucs qui sont transformés volontairement pour remplir un petit porte-monnaie. Alors moi, j'appelle ça les petits portefeuilles. Et ça, je supporte pas. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, avec toutes les études que j'ai faites, donc d'abord un peu de stylisme, ensuite jusqu'à la fin du doctorat, que au centre de mes études, de mes thèmes de recherche, il y avait les savoir-faire, le textile qui me courait toujours après, et les gens. Et donc, vous savez, quand on est historien, on dit toujours, nous on étudie des morts, et t'étudies pas tes morts si tu leur fais pas les poches. Mais c'est vraiment vrai. On a des archives où donc les corps retrouvés, par exemple à Paris au 18e, quand ils sont retrouvés, on leur foule les poches. Donc il y a un mouchoir en coton. Ah, déjà tu l'as volé ou tu es un petit peu riche, parce que c'est chicos à l'époque, et ou leurs pièces. En fait c'est ça. Je faisais les poches des morts et finalement je l'applique plus aujourd'hui, mais vraiment parce que j'aime pas ce monde de réseaux sociaux où la fake news est juste du quotidien, où les gens ne lisent que les titres des articles. Et je pense que nous avons tous nos talents, qu'il est très très important d'arriver à repérer ces talents. Et je pense que je suis arrivée à repérer le mien genre il y a un an. Et le mien, c'est de prendre des faits. Et c'est l'argumentation de la preuve. Et lorsque les faits sont super bien, je suis super ravie. Hein. Mais sur le sujet, c'est plutôt compliqué. Et surtout, je me suis rendu compte que l'histoire, c'était pas non plus écrire un article de 1812 à 1815, la mode du Cachemire. Et voilà, et que le Cachemire, on va commencer ça au moins à la colonisation, et qu'on va continuer aujourd'hui, qu'on va parler de Paisley, tout ça. Et qu'en fait, l'histoire pouvait nous servir aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, Audrey, tu fais que des anachronismes là, comment tu peux parler du 17e et du 20e? Je pense que maintenant je le fais bien, donc je peux aider à ça. Donc si je peux aider, moi je suis contente. En fait, mon militantisme, il est là. Quoi. C'est si je peux amener de l'info, mon opinion ne compte pas. Mais j'aime pas lire telle crème solaire, elle est vachement bien, alors qu'on sait que c'est du caca en boîte, que ça met les gens en danger, que les gens meurent. Et effectivement, il y a tout ce truc de la fringue. Il y a quelque chose d'assez médiocre quand même, à acheter des tonnes et des volumes de fringues. Ça veut dire que notre vie, elle se limite à ce bout de plastique couleur mentalo. Mais c'est nul, quoi, d'être ça. C'est nul d'être ça. C'est vachement limité, quoi. On n'est pas que ça. Alors, il y a aussi un truc sur le consommateur, là. C'est-à-dire, comment tu veux exister? Dans quel monde tu veux vivre? Et quel est le monde aujourd'hui? Voilà. Quelle est l'action aujourd'hui que tu veux faire qui va performer ta journée? Je suis persuadée que cette action-là, elle s'appelle pas Zara. Elle va surtout perforer ton compte en banque, mais pas performer ta journée, clairement. Donc, si je peux servir à ça, c'est cool. Voilà. Et donc, évidemment, je suis dans la misère parce que vu que je travaille sur les savoir-faire, je travaille sur les ateliers de misère et c'était pas spécialement voulu. J'aurais préféré travailler sur du glamour et tout, c'est vachement plus cool. Mais bon, c'est comme ça. T'es une éveilleur de conscience, comment on appelle ça? Moi, je suis une faiseuse de faits, l'argumentation de la preuve. Je te donne des preuves, tu fais ce que tu en veux. Si tu veux continuer à aller acheter des t-shirts Mentalo, tu continues, mais peut-être que tu seras empoisonné, peut-être que tes enfants ils seront stériles. Voilà. Et je te l'aurais dit avant. Et ça, dans une démarche scientifique, donc comme tu le dis, avec une objectivation, une méthodologie qui va mettre vraiment une objectivité dans toutes ces recherches, dans tous ces écrits. Donc tu as
Et ça a été un peu explosif justement avec ce dernier livre qui est sorti, donc le livre noir de la mode. Jusqu'ici, t'étais dans des éditions plutôt académiques et avec un public et un lectorat très spécifique. Là, tu t'adresses aussi donc à tout le monde. Enfin, donc c'est pour ça que pour moi, c'est un exemple aussi d'engagement, c'est par l'écriture, par la recherche, par des actions. Donc, on parlait de Fashion Revolution, par des études de terrain aussi avec l'ONG Justice in Fashion. Donc, tout ça, c'est loin, grâce à vos témoignages, on est loin du misérabilisme et de se dire, bon, ben, la seule solution, c'est le déni ou c'est rester dans notre découragement. En fait, vous poussez à la conversation, en fait. Et puis, donc, avec vos témoignages, je voulais le dire aussi, c'est que vous assumez l'interdépendance ou la codépendance aussi de nos secteurs d'action et de nos actions. Et ça, c'est riche. Et ça fait du bien de l'entendre. C'est que tu parlais, Marie, de complémentarité entre Justice in Fashion et Fashion Revolution parce que vous ne vous adressiez pas au même public, mais parce que vous avez pas, justement, vous êtes concentré sur une facette différente de la mode. Et on le voit très bien, la mode, c'est pas seulement l'environnement, c'est pas seulement une problématique d'eau, c'est pas seulement une problématique végétale ou animale, mais c'est aussi de l'ordre humain, de l'ordre de la santé, de l'ordre de la psychologie aussi, c'est dans la santé physique, mentale, c'est énormément de choses. Donc en fait, par contre, on peut démultiplier ce genre d'engagement. Et justement, pour continuer dans l'inspiration pratique pour nos auditeurs et auditrices, comment être acteur? Quels sont les engagements qui sont abordables? Et en s'adressant aux auditeurs, je fais une petite parenthèse, c'est que chez les auditeurs, vous êtes consommateurs, vous êtes entrepreneurs ou chefs d'entreprise, et peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le milieu politique. Je sais qu'il y en a au moins un. En s'adressant à eux, qui sont dans ces différentes sphères, quelle invitation vous voudriez leur donner? Moi, j'aimerais dire qu'on n'est jamais qu'une seule chose. On est tous consommateurs, on va tous faire ses courses, on doit tous se nourrir et s'habiller. Et on est quasiment tous employés quelque part, ou entrepreneurs, mais on travaille aussi. Et on est aussi tous citoyens. Donc en fait, on est toutes ces choses-là à la fois. Donc on a plein de pouvoirs différents. On a notre pouvoir de citoyen. Donc oui, on peut voter, et oui, il faut voter. Même si c'est pour voter blanc, il faut voter. On a ce pouvoir de consommateur, qui est notre pouvoir financier, qui est plus ou moins élevé. On peut être un consommateur plus ou moins éclairé, plus ou moins éveillé à ces questions-là. C'est toujours difficile de passer à l'action. Et puis parfois, oui, il va falloir acheter quelque chose dans un magasin de fast fashion ou peu importe. Et non à la surculpabilisation. Mm-hmm. Et on est tous employés quelque part. Et là où on est, dans une entreprise. Et ce poste-là aussi, il est intéressant. Parce que qu'on soit, quel que soit notre niveau dans la hiérarchie, on peut avoir un impact. Ça peut être un impact sur les collègues, ça peut être le midi à la cantine, on va parler du fait qu'on a réparé les habits en famille ce week-end, qu'on a fait de l'upcycling, des choses comme ça. Ou ça peut être sensibiliser aux questions d'exploitation dans la chaîne de production textile. Mes collègues savent très bien que je suis la personne qui les embête avec ces sujets-là. mais mine de rien, c'est des questions qui se posaient peut-être pas avant et que d'un coup, c'est vrai, il y a des gens qui meurent pour faire mes produits. Et en fait, on n'est pas si loin de l'esclavagisme. Alors, je sais pas si j'ai un grand impact sur mes collègues ou je sais pas si j'ai un grand impact dans mon entreprise, mais au moins j'essaye. Bon, je le fais aussi parce que moi, ça me fait plaisir. Faut pas y aller à reculons, bien sûr. Mais voilà, on a plein de super pouvoirs en fait. Je pense aussi que tout commence par l'éducation. Alors l'éducation, c'est un grand mot. On n'est pas là pour éduquer les peuples, porter la parole sainte. On est tous persuadés de notre bon droit sur ces sujets-là. Mais quand même, ouvrir un peu la fenêtre de temps en temps et aérer cet air toxique qu'on respire tous,
qu'on respecte tous quand on lit des journaux, quand on regarde la télévision, quand on se promène sur les réseaux sociaux. Alors, c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent. Alors ça dépend de l'écosystème dans lequel on est, mais moi je suis dans un écosystème hyper green et franchement ça devient étouffant, quoi. Ça devient étouffant, les gens redisent, on ne lit que ça. Bon, éclairer les gens, c'est quoi? C'est leur proposer, Fashion Révolution par exemple, propose quoi? On propose aux citoyens de s'engager sur ces sujets-là. De s'engager comment? En lisant tout ce qu'on produit. Toute l'année, on produit énormément de choses. On produit un index de transparence des marques depuis 3 ans. Le numéro 4 va sortir en juillet. Cet index de transparence des marques n'est pas le top 50 des marques les plus transparentes, comme on pourrait le croire, mais c'est juste un document de travail qui est mené par une équipe à Londres, que nous on va traduire en français parce que ce sera plus facile à lire pour nos compatriotes, mais c'est la façon dont les marques se donnent à voir sur leurs documents publics. Donc voilà, donc ça reste quelque chose à prendre vraiment avec du recul, mais c'est un excellent outil de travail pour commencer à s'intéresser à comment on parlait de greenwashing, alors évidemment il y en a beaucoup, parce que le numéro 1 de cet index de transparence 2020, c'était H&M. Donc on voit que franchement, alors ce serait les plus transparents, mais les transparents de quoi? Et transparent dans l'opacité totale. On parle pas, je vais pas vous parler de chaîne de valeur avec les rangs 1, 2, 3, 4, voire 5, quand si on veut aller bien au fond de la chaîne de valeur, on s'arrête pas au fabricant en rang 1, on va jusqu'à la production de la matière première. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, donc, dans le premier podcast, on va pas revenir sur les productions de fibres. On n'a pas été très au bout de la question des productions de fibres, mais bon, c'est pas grave. Ce sera l'occasion d'en reparler, donc voilà, l'index de transparence. L'année dernière, on a produit le livre blanc de Fashion Révolution. Pourquoi a-t-on toujours besoin d'une Fashion Révolution 8 ans après l'événement du Rana Plaza? Eh bien, parce que on a fait un travail énorme les 5 dernières années. Alors, je dis nous, c'est pas uniquement Fashion Révolution, c'est des gens comme Justice in Fashion, c'est Clear Fashion l'application, c'est le député Raphaël Glucksmann qui a fait un travail énorme sur les Ouïghours et qui a entraîné toute la jeunesse française, c'est Youth for Climate ici Youth for Climate France, mais c'est un mouvement mondial aussi de la jeunesse qui se lève avec ces grèves tous les vendredis sur les réseaux sociaux depuis 1 an et demi. Alors, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Je n'ai pas tout en tête. Il y a Fairwear, il y a énormément d'associations et d'ONG qui travaillent autour de ces sujets. Les premiers étant Greenpeace avec leur campagne détox il y a quelques années, qui a été une des premières campagnes qui a éveillé un peu les consciences du grand public sur la toxicité de la mode et des produits qu'on porte sur soi. C'était 2012, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on peut toujours le voir sur leur site. C'est très intéressant d'aller regarder de quoi on parlait à l'époque et quelles sont les lois depuis qui ont permis un peu moins de drames, mais toujours en progrès. Toujours en progrès dans cette chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore à proposer aux gens? On a un cours en ligne de 4 semaines qui s'appelle Future of Fashion, qui est donné par une université anglaise auquel on peut se connecter gratuitement. Là, on va vraiment tout au fond des problèmes, quels qu'ils soient, depuis la transparence des chaînes de valeur jusqu'à le fameux hashtag Wombed My Clothes. C'est un master en 4 semaines. Voilà, on peut se former facilement. On peut rejoindre l'association, bien sûr. On a pas mal de programmes prévus pour l'année prochaine, notamment des cycles de conférences sur des sujets précis avec des experts qu'on est en train de chercher, de trouver et de mettre en place. Et puis d'autres choses, des événements publics, évidemment des ateliers de réparation, parce que là on est vraiment sur cette histoire de acheter moins mais mieux, mais surtout love clothes last, vos vêtements, vos habits chéris durent plus longtemps. Et le vêtement le plus écologique est celui qui est déjà dans votre placard. Ça, c'est 2 citations d'Ursula de Castro, notre fondatrice.
et qui sont vrais, hein, qui sont bien. Hein. Le vêtement le plus écologique il est déjà chez vous. Il faut juste le retrouver, le redécouvrir, peut-être le réparer et surtout le porter. Voilà, donc voilà, Fashion Révolution, mais bon, il y a des tas d'autres ONG et associations desquelles se rapprocher pour commencer ce chemin vers moins et mieux. Merci Catherine. Audrey? Oui, alors moi, mon engagement, évidemment, il sera sur l'écriture. Je pense que c'est absolument suffisant. Ça me prend assez de temps. Donc, je me mets dans ma cuisine et je lis pour vous. Et je découpe pour vous, et je recoupe, et je resynthétise, et j'y vais. Sur les sujets, pas les plus glamour du monde, l'air de rien. Enfin, écrire, c'est sympa, mais ça dépend. Ça dépend. En tant que consommateur, moi, ce que j'aimerais, c'est que les consommateurs, en fait, exigent qu'on leur vende pas de la merde, et que quand ils achètent, en fait, ils soient sûrs. Et donc, le consommateur, vous avez tout à fait le droit d'exiger d'acquérir un produit sain. Et c'est la raison pour laquelle il faut accompagner les associations. Moi, c'est la première association à laquelle j'adhère, Fashion Révolution, parce qu'ils m'ont laissé ma liberté de penser et ce ne sont pas des militants qui sont venus me mettre au bûcher quand on n'était pas tout à fait d'accord sur tout. Il y a évidemment Justin in Fashion et les autres, mais il y a des gens qui se prennent la tête, qui sont bénévoles, qui essaient de changer le monde d'une certaine manière. Et donc, comme ça, vous pouvez les aider parce que ce n'est pas à vous, consommateurs, de passer votre semaine à analyser la fringue parce que vous avez besoin d'un t-shirt. Parce que vous travaillez déjà. Donc vous avez votre salaire, vous n'avez pas que ça à faire et vous n'allez pas, après avoir couché les gosses, entre 22h et 2h du matin, chercher ce qu'il y a dans cette étiquette. De toute façon, il n'y a pas les teintures dessus. Et c'est justement en nous cautionnant, en nous donnant ça en charge, nous, on le fait. Voilà, c'est nous qui le faisons avec nos talents, les talents des journalistes, les talents des historiens qui vont dire, je ne sais pas, je dis ça au hasard, oui, mais en fait, les produits toxiques depuis le 19e, ça pue, je vous le prouve. Les choses, elles bougent là, et il faut mettre tous les talents ensemble. Nous, on est là, d'une certaine façon, effectivement, pour servir la cause. On essaie de s'organiser, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire souvent 3 bouts de ficelle, mais de temps en temps, avec 3 bouts de ficelle, on monte une pyramide. Accompagnez-nous. Nous, on le fait. On prend le temps pour que vous n'ayez pas à faire ça la semaine. Et que le samedi, vous fassiez vraiment, vraiment hyper plaisir à vous acheter ce t-shirt blanc sans slogan, machin, nickel, avec dans ce lin, là, ce beau lin qui ressemble à quelque chose, mais avec du vrai plaisir. Merci Audrey. Et on s'adresse aux consommateurs, aux chefs d'entreprise, entrepreneurs, aux politiques, mais à chacun d'entre nous, comme tu le disais Marie, nous sommes à une position, nous avons une posture, un rôle et on a une influence. Et juste de se poser et de réfléchir à quelle est notre influence sur ce sujet, ça peut être déjà très intéressant. Comme première question aussi d'introspection. Vous parliez aussi d'éducation, d'information. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous auriez un livre qui vous a marqué de manière directe ou indirecte sur ces problématiques et qui vous semblerait important à partager? Moi, j'ai un livre cher à mon cœur depuis 1 an. Alors, évidemment, le livre noir de la mode d'Audrey, c'est vraiment le pavé dans la mare de cette industrie. On y découvre et on y rapprend. Et elle a collecté énormément d'informations sur tous ces sujets-là. Moi, j'en ai un deuxième aussi qui m'a beaucoup plu cette année. C'est La fin de la méga machine. Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement. J'avais préparé le livre, mais je ne le trouve pas. Fabien Schedler. Oui, voilà. C'est un historien allemand très précieux. Oui, voilà, La fin de la méga machine. C'est l'histoire du capitalisme, en fait. Il remonte à Sumer. Alors, on avait déjà eu Sapiens, ce gros pavé qui est paru il y a 4-5 ans. Mais La fin de la méga machine, il va beaucoup plus loin. C'est écrit avec beaucoup de finesse et d'humour sur des sujets graves. Le capitalisme depuis Sumer. Alors, il passe très rapidement sur l'Antiquité pour arriver aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec cette
cette institution qui mène le monde depuis la Renaissance et qui malheureusement mène le monde à sa perte. Donc voilà, je vous le recommande fermement. C'est un gros livre, hein, mais il se lit très facilement. Il peut se prendre, se laisser, se reprendre. Pour moi, c'est une bible d'information et de réflexion. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Caliban et la sorcière, par exemple. Caliban et la sorcière. Les gens s'intéressent beaucoup aux sorcières aujourd'hui. Caliban et la sorcière, ça remonte aux jacqueries du XIIIe siècle. Donc voilà, avec la suite que l'on connaît, la chasse aux sorcières et tous ces problèmes de capitalisme, de richesse, de non-partage des richesses surtout, hein, parce que ça c'est le problème de l'humanité, hein, le non-partage de la richesse. Voilà, les 99% contre les 1%. Merci Catherine de nous partager ces références. Et Audrey ou Marie? Moi j'avais la fin de la méga machine dans les mains aussi, mais je l'ai pas fini moi. Mais c'est Catherine qui me l'a conseillé, c'est énorme. Scientifique, c'est très bien écrit. Non, c'est énorme au sens génie, vraiment. C'est très bien écrit. Et Fabien Schedler a une capacité d'analyse qui est quand même assez hors du commun. Il y a une chronologie aussi à la fin, sur ce type de période, sur l'humanité, quoi, tout simplement. C'est génial. C'est très, très fort. C'est très, très fort. Et quand j'ai lu les 2 premières pages, j'ai dit, lui, ça va être mon maître. Je le dis pas souvent. Sinon, j'ai Howard Baker, Les mondes de l'art. Donc, il a été traduit en français. Hein. Donc, Baker, vachement intéressant, Pépé. Je dis Pépé parce que maintenant, il a un certain âge. Howard Baker a payé sa thèse de doctorat en étant jazzman dans des bars. Et en fait, il a regardé les gens. Et voilà, pour moi, je pense que c'est le truc le super important. Et dans les mondes de l'art, il va analyser. C'est tout petit maintenant, c'est en livre de poche, c'est super. Vous pouvez choisir vos chapitres aussi. Hein. Il y en a qui vous toucheront plus. Il analyse les coopérations, la chaîne de fabrication, de production, la mise en place de l'art. On ne réussit jamais seul à pondre une musique, à faire une céramique. Hein. Jamais seul. Donc il y a tout ce truc collectif de ces mains, de ces savoir-faire qui se mélangent. Moi, ça m'a marqué. Le mien est dans un état pitoyable. Je l'ai lu dans le bain. Il est surligné. Il doit y avoir des cosmétiques dessus. C'est une horreur. Mais ça, c'est important parce que c'est quelqu'un. C'est un sociologue et qui a une méthode quand même à toute épreuve et surtout qui a une orientation pluridisciplinaire. Une appétence pour le toucher, pour la matérialité des choses, tout simplement parce qu'il est jazzman. Et je pense que ce type de livre-là, avec beaucoup d'amour, mais par ailleurs, avec aussi un côté critique sur le marché de l'art, ce sont des bons livres, en fait, de très bons livres. Et Howard Baker, toujours dans mon cœur. Merci Audrey. Alors moi, je vais vous proposer une lecture en anglais, parce que le livre n'a malheureusement pas encore été traduit en français. Si quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut traduire un livre en français, ça serait vraiment bienvenu. Le roman s'appelle A Harvest of Thorns, donc en français une récolte d'épines. Il est écrit par Corban Addison et en fait c'est écrit à la manière d'un polar. Donc Corban Addison, l'auteur c'est un juriste qui a mené un travail d'investigation dans plusieurs pays producteurs de textiles. Et l'écriture de ce livre vient après un tragique fait divers, un an avant le Rana Plaza. Un incendie dans une usine de production au Bangladesh a fait 112 morts. Et on a retrouvé en fait dans les décombres des étiquettes Walmart, qui est un grand magasin, équivalent de Carrefour peut-être aux États-Unis, qui vend énormément de vêtements. En bon rapport qualité-prix, très peu cher, mais de bonne qualité, et donc très populaire. Et donc et en fait Walmart a publié, quand l'événement est arrivé, forcément c'était branle-bas de combat dans l'entreprise, et ils ont publié un statement en disant
on ne savait pas, on ne faisait pas de business officiellement avec cette entreprise. En fait, c'était des sous-traitants. Et donc, le roman, qui est une fiction, mais très, très réaliste, parce que très réelle, en fait, de Corbin Addison, reprend les éléments du discours de Walmart et en fait, donc, crée une entreprise fictionnelle de production textile, de retail, de vêtements, de vente de vêtements, qui est donc basée à Washington, D.C., et en parallèle se trame une histoire, on suit toute l'investigation du chef du département légal qui donc veut comprendre comment ça a pu se passer, comment on a pu retrouver. Donc l'histoire commence, on voit en fait une des victimes, une enfant de 13 ans qui porte un habit en masque devant son visage pour couvrir son visage, la protéger des fumées, avec l'étiquette de cette entreprise fictive basée aux États-Unis. Et donc, le chef du département légal va essayer de retracer et retrace aussi tous les manquements de l'entreprise aux droits humains, à ses obligations en termes de protection de alors pas de ses salariés directs, puisque ce sont simplement ses fournisseurs. Mais donc voilà, ça se lit vraiment très bien, ça se lit comme un polar. On veut savoir ce qui se passe à la fin, on a envie de savoir quelle est l'issue. Donc, est-ce qu'il va y avoir un procès? Comment le procès va se conclure? Est-ce que le bien va triompher enfin? Et je vous laisse le découvrir, donc à lire en anglais ou à écouter en audiobook. Merci. Merci Marie aussi pour cette recommandation. Merci pour ce partage. Alors je vais conclure ce deuxième épisode et sur cette table ronde sur le droit humain dans l'industrie textile. Et merci vraiment Catherine, Audrey et Marie pour vos interventions concrètes, riches et qui nous poussent à aller s'informer, à aller découvrir, à aller chercher la véracité et pas juste rester dans l'émotionnel ou le sensationnel. J'aimerais bien aussi, moi, vous encourager à lire cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça fait du bien de la relire, de se dire, la plupart de nos États ont signé ça, on croit en ça. Qu'est-ce qu'on mettra en application? Et tout ça, on le fait, donc j'aime bien le rappeler, parce qu'on aime justement pas seulement la mode, on aime les gens qui portent les vêtements, on aime les habilleurs, les habillés, comme j'aime bien le dire. Merci beaucoup pour cette table ronde. Chers auditeurs et auditrices, c'était le dernier épisode de la saison, sauf pour les Patreons. Il y aura un épisode exclusif qui vous sera envoyé, avec des invités en exclusivité aussi. Je pense qu'ils ont encore jamais parlé vêtements. Et puis durant l'été, on se retrouve sur la page Instagram de Qu'est-ce que la mode pour continuer de discuter, s'encourager à prendre soin des uns des autres. Merci beaucoup. Merci Elsie. Merci Elsie. Au revoir, merci Elsie. Au revoir. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habilleurs, habillés, bel été. Et puis, pour les Patreons, on se retrouve sur l'épisode exclusif que je vous envoie bientôt.